Fans de gros robots, bienvenue sur Mechas TV, l'émission dédiée aux mechas réels et dans la culture geek. Quoi? Vous ne savez pas ce qu'est un mecha? Mais qu'est-ce que vous foutez ici alors? Bon. Pour les incultes, voici un rapide topo. Le terme mecha désigne un thème de science-fiction mettant en scène d'énormes armures robotisées. On peut les assimiler à des chars d'assaut humanoïdes lourdement armés. Apparu dans les années 1960 après la Seconde Guerre mondiale, et restera très populaire jusqu'à nos jours. Après toutes ces années, les mechas sont présents dans quasiment tous les médias et supports. Voici une petite sélection des œuvres que je considère comme cultes ou méritant le coup d'œil. Je précise que cela engage uniquement mon point de vue, donc pas la peine de pester si je ne cite pas certaines œuvres. Allez, c'est parti! Commençons par les séries animées, médias à l'origine de l'engouement pour les histoires de mechas. Et comment parler des mechas sans mentionner la célèbre licence Gundam? Mobile Suit Gundam est une franchise d'animation japonaise créée par Yoshiyuki Tomino pour le studio Sunrise en 1979. Celle-ci présente divers éléments classiques de la science-fiction tels que les conflits spatials, technologies de pointe, mais innove par sa volonté de réalisme aussi bien à travers la narration qu'à travers les éléments technologiques. Dans cette licence, les robots géants, essence du genre mecha, ils sont donc pour la première fois ramenés au rang de simples armes de masse au Japon. Dans les différentes séries Gundam, le personnage est souvent un jeune homme, soit un civil ou un enfant soldat, se retrouvant malgré lui dans une zone de conflit entre les factions antagonistes. Il trouve par hasard un prototype de Gundam et il saute dans le cockpit pour sauver sa peau, se retrouvant catapulté dans un conflit aux enjeux énormes. Après des débuts difficiles, Gundam connaît le succès au début des années 1980 et ne le quittera plus jusqu'à nos jours. Ainsi, une trentaine de séries, d'OAV et de films sont réalisés pour la franchise, ainsi que des dizaines de mangas, de romans, de jeux vidéo et même de parodies via SD Gundam. Si les productions audiovisuelles constituent le cœur de la saga, Gundam repose en fait sur le second pilier que représentent les produits dérivés. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Gundam est une icône populaire au Japon et son héritage a inspiré beaucoup de personnes dans l'animation, tels que Goro Taniguchi, le scénariste de Code Geass, qui a confié lors d'une interview s'être inspiré de Char Aznable, Gradé et As de Zéon pour son personnage de Zero. Pour tout geek qui se respecte, regardez au moins une série de Gundam, c'est la base. Gurren Lagann, une autre série de mecha méritant le coup d'œil. Créée en avril 2007, comprenant 27 épisodes et 2 films d'animation. Gurren Lagann se déroule dans un futur lointain où l'humanité a été forcée de vivre sous terre. Les individus appelés excavateurs sont désignés pour creuser plus loin sous terre afin d'agrandir les villages. L'histoire met en scène Simon, un foreur de 14 ans, et Kamina, son grand frère spirituel. Kamina ne peut supporter la vie qui leur est imposée et rêve d'aller à la surface pour vivre libre. Un jour, Simon découvre en creusant un pendentif en forme de spirale, ainsi qu'une sorte de gros visage enfui sous terre. Tandis qu'un monstre mécanique se met soudainement à attaquer le village, preuve qu'il existe un monde extérieur, Kamina et Simon sont rejoints par Yoko, une fille provenant d'un autre village qui était à la poursuite du monstre. Grâce au pendentif spirale qui est en réalité une clé permettant d'activer le visage que Simon a trouvé, Simon et Kamina réussissent à sauver le village mais aussi à rejoindre la surface et découvrir le ciel. C'est là que Yoko leur explique la terrible réalité du monde dans lequel ils vivent. La surface est remplie de gunmen produits par les hommes bêtes, qui ont pour seule mission de tuer les humains. Les habitants qui ont fait le choix de vivre à la surface sont ainsi constamment attaqués par ces gunmen. Cependant, Kamina refuse ce destin. En combattant des hommes bêtes, il réussit à voler un autre gunman. Alors que les humains étaient censés ne pas pouvoir piloter des gunmen, la force de volonté de Kamina réussit à vaincre cette logique. En combinant les deux gunmen, ils forment le mecha Gurren Lagann qui deviendra le symbole de la révolution contre l'empire de Lord Genom. Que dire de cette série? Alors que Gundam jure sur le réalisme et des contextes très sérieux, Gurren Lagann se démarque par ses aspects what the fuck et épiques, qui ne cessent de monter en crescendo tout au long de la série. De combats sur la terre ferme, ça finit avec des combats épiques dans l'espace où des mechas se fracassent au milieu des galaxies. Si vous voulez une série de mechas sortant de l'ordinaire, je vous recommande Gurren Lagann. Après les animés, passons au manga. Et pour ce média, je vais vous parler de deux mangas fort intéressants. Front Mission, Dog Life and Dog Style. Manga publié en 10 volumes par les éditions Kiun en 2007. Celui-ci nous raconte l'histoire de deux superpuissances disputant l'île d'Uffman. Un cessez-le-feu fragile tient toujours depuis 20 ans, mais la tension monte et la guerre reprend de plus belle. Quand le journaliste Akira Matsuda rejoint l'équipe de télévision japonaise qui couvre le conflit, ni lui ni ses collègues ne se doutent de ce qui les attend. Avant d'être un manga, Front Mission est une série de jeux vidéo éditée par Squaresoft. Il s'agit de tactical RPG où le joueur contrôle une troupe de soldats pilotant des robots, les Vanzer.
On retrouve bien les termes propres au jeu, notamment les noms des pays, des confédérations, des organisations. On retrouve les Panzers et leurs différents modèles, mais le tout a bien changé. On retrouve les combats entre robots, mais on a surtout droit à énormément de violence et pas mal de sexe. C'est cru, glauque, plus rien à voir avec le jeu. Mais indépendamment de ça, cela n'enlève rien aux qualités propres au titre. Le message est clair et ce dès le premier tome. La guerre c'est moche, c'est violent, c'est gratuit et ça n'apporte que le malheur et souffrance. Tout ceci ressort clairement de ce titre et le lecteur sera donc confronté à cette violence, à cette horreur omniprésente. Les premiers volumes enchaînent les histoires courtes, sans lien apparent à part la guerre. Pas de fil rouge pour tout relier, ce qui fait des premières lectures des moments perturbants. Ce choix d'enchaîner les histoires avec différents points de vue permet d'apporter un certain rythme au titre, car bien qu'elles soient inégales, elles ont le mérite d'aller directement à l'essentiel. De plus, cela permet justement d'assister sur l'atrocité de la guerre et sur son caractère impartial puisque les héros du titre ou pas, n'importe qui peut mourir. Il faut attendre le volume 5 pour qu'on commence une histoire qui nous conduira jusqu'à la conclusion du titre, pour une trame qui va s'avérer passionnante mais tout aussi violente. Assez loin de l'adaptation classique qu'on ne pouvait attendre, Front Mission s'avère être un titre passionnant et surprenant, qui nous prendra au trip, qui saura nous choquer et nous faire réfléchir bien qu'il aille parfois un peu loin. Si vous voulez un manga de mecha à la fois réaliste et très sale, cette série est faite pour. On change d'ambiance avec le manga Mekaz, premier manga du français Nicolas David et édité par Olydri Éditions. Dans un monde fictif proche du nôtre, un jeune garçon appelé Tacos s'est fixé comme but de conclure avec une fille coûte que coûte, dans la limite du raisonnable quand même. Celui-ci va croiser la route des deux seuls membres du pire club de mecha de son nouveau lycée. Étant technicien et non pilote, aucun d'eux ne maîtrise le mecha qu'ils ont construit. Or, cette année est leur dernière chance de participer au tournoi, où s'affrontent les meilleurs clubs du lycée. Le talent de Taco pour la bagarre leur fait penser qu'il fera un excellent pilote, mais celui-ci ne semble pas vouloir les rejoindre. Ce manga reprend le schéma classique d'un shonen sportif, avec un héros rejoignant une équipe au bout du rouleau, et qui va les emmener au sommet grâce à un talent X ou Y. Même si le volume 1 met en place l'univers, les principaux protagonistes et se concentrent surtout sur le lycée, certains passages nous font bien comprendre que les mechas sont présents dans tous les aspects de la vie, que ce soit professionnel, scolaire, sportif et surtout militaire. Que dire des mechas ? Comparé aux Panzers de Front Mission cités avant, qui sont des grosses machines de guerre suréquipées, les mechas ont un aspect crédible par rapport à leurs origines. Créés au sein de clubs scolaires, ils ont tous un design assez simple vu le contexte. Ça nous change des robots qui pompent le design de Gundam à chaque occasion. Le style de dessin est assez épuré pour les personnages, les décors et les mechas, mais cela va très bien quand ces colosses de métal entrent en scène. Le dessin et le découpage donnent un aspect dynamique à leurs affrontements, ce qui est très plaisant à voir et à suivre. Série prévue en 3 volumes, j'espère que celle-ci sera prolongée, car autant la confrontation des clubs de mecha du lycée du Tigre Blanc, je trouve déjà l'idée bien sympa, mais j'adorerais voir l'après, avec le tournoi contre les autres lycées, et j'espère qu'on en saura un peu plus sur le passé de Taco. Si vous venez de découvrir le thème des mechas en manga, je vous conseille cette petite série qui mérite le coup d'œil. On a parlé des mangas, traitons maintenant d'un homologue européen. Le thème du mecha n'est pas très répandu au sein des bandes dessinées franco-belges, mais en force de recherche, j'en ai quand même trouvé une. Les Divisions de Fer, des éditions Soleil de Jean-Luc Sala et Ronan Toulopt, est une série dystopique en 3 volumes. En 1943, Albert Einstein est kidnappé et séquestré par les nazis pour qu'il travaille sur un projet top secret. Un an plus tard, les nazis repoussent les alliés et les Russes grâce à une nouvelle arme, inversant le cours de la Seconde Guerre mondiale, les Mecha Panzer. N'ayant lu que le premier volume, je vais surtout traiter de celui-ci. Dans Commando Rouge, nous sommes catapultés sur le front Est, où les Russes ont du mal à tenir la ligne à cause des assauts des Mecha Panzer de l'Axe. Un commando composé des meilleurs soldats russes est formé avec comme objectif de briser le blocus autour de Moscou. Équipés d'armures diesel, ils vont se lancer dans une mission à haut risque en territoire ennemi. L'intrigue écrite par Jean-Luc Sala est très claire et bien rythmée, sans oublier le travail de Ronan Toulopt qui s'en donne à cœur joie, profitant des nombreuses séquences de combat pour faire jouer toute sa séance du mouvement en dessin, rendant les affrontements très dynamiques. Dessins qui ne font pas mentir la couverture, ce qui fait plaisir à voir selon moi. Après, j'ai l'impression que l'auteur s'est un peu inspiré du jeu de figurines Dust Tactics, autant pour le contexte que pour certains éléments. Déjà, les armures diesel utilisées par les Russes qui ressemblent à un mélange des Walkers et des unités style garde du SSU, et aussi que parmi les papiers que le commissaire fait tourner dans l'introduction de ce tome, on peut voir un morceau de croquis ressemblant beaucoup aux artworks du Winter Shield, héros surhumain de la faction du SSU engoncé dans une armure. Mais vu qu'on voit peu d'éléments, difficile de confirmer la chose. Il sera intéressant de voir comment l'aspect uchronique sera utilisé par la suite et si tous les épisodes seront liés au final. Pour l'instant, à part laisser libre cours à l'imagination et s'affranchir des contraintes historiques, Commando Rouge est un bon récit guerrier, fait de bruit, de fureur et d'adrénaline. Ce serait trop peu pour les uns et sans doute jusif pour les autres. Si vous aimez les récits historiques, je vous conseille cette œuvre.
Après la lecture et les animes, passons du côté du 7ème art, avec 2 films parlant de mecha. Robot Jox, film datant de 1990 et réalisé par Stuart Gordon, connu pour avoir surtout réalisé des films d'horreur tels que Reanimator ou Dagon. Changement de registre avec Robot Jox, racontant que le monde est divisé en 2 nations. Les territoires sont disputés lors de combats opposant 2 robots géants représentant chacun une des factions. Le héros Achille affronte Alexander dans la vallée de la mort pour remporter l'Alaska. Au cours du combat, un accident de contrôle provoque la mort accidentelle de 300 spectateurs. Le match est déclaré nul, malgré cela, Achille restera traumatisé par l'accident, refusant d'affronter à nouveau son ennemi. Mais l'adversité et la félonie vont pousser à réagir. Tourné en Italie et doté d'un budget de 10 millions de dollars, ce film était censé hisser la carrière du réalisateur au sommet, ainsi que faire connaître le studio Empire. Malheureusement, l'étroitesse du budget et plusieurs erreurs au sein du scénario et de la réalisation eurent raison du succès tant attendu. Même si l'aspect général des robots est plutôt réussi, l'animation reste grandement à désirer pour un film réalisé au début des années 90. Les transparences sont grossièrement visibles et on croirait par moments voir un film des années 1960. Si vous cherchez un bon film pour vos soirées nanar, je vous conseille ce film. Après le nanar des années 90, parlons d'un film un peu mieux noté. Pacific Rim, réalisé par Guillermo del Toro, est sorti en juillet 2013. Dans ce film, les kaijus, des créatures monstrueuses provenant des fonds marins du Pacifique, ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l'humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d'un genre nouveau a été mise au point. De gigantesques robots, les Jaeger, contrôlés simultanément par 2 pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale. Mais même les Jaeger semblent impuissants face aux redoutables kaijus. Alors que la défaite paraît inéluctable, les forces armées qui protègent l'humanité n'ont d'autre choix que d'avoir recours à un ancien pilote au bout du rouleau et une jeune femme en cours d'entraînement qui feront équipe pour manœuvrer un Jaeger d'apparence obsolète, lors d'une mission pour empêcher une apocalypse de plus en plus imminente. Vu le réalisateur, le film connut un vrai succès grâce à ses effets spéciaux et les scènes dantesques d'affrontement entre Jaegers et Kaiju. On ne va pas trop parler de certains personnages et de la fin un peu cousue de fil blanc qui n'apporte pas grand chose au film. En tant que film de science-fiction, ce n'est pas le film du siècle, mais dans sa catégorie, c'est une des meilleures réalisations et je vous la recommande. Après les animés, mangas, BD et films, il ne me reste plus qu'un support à traiter, les jeux. Commençons avec le jeu de figurines Battletech, créé en 1985 par le studio Descartes, pour 2 à 6 joueurs. Celui-ci propose aux joueurs de s'affronter au cours de batailles opposant des robots géants. Même si ce jeu est connu pour son aspect tactique, les débutants arriveront à bien assimiler les bases au cours des premières parties. Par la suite, ils pourront créer leur propre escadron de mecha et développer des stratégies plus personnelles et audacieuses. Au cours de ces 22 ans, la gamme de Battletech s'est agrémentée de nombreux produits, extensions et même de jeux de rôle papier. Pour les fans de mecha et de jeux de figurines, Battletech est un must à essayer au moins une fois dans sa vie de geek. Poursuivons avec les jeux vidéo, en commençant par Armored Core. Armored Core s'inspire à l'origine de la mouvance du Real Robot, où les mechas sont considérés comme de simples armes produites en masse. Cette série de jeux commence en 1987 sur PlayStation première du nom, et elle continuera en exclusivité sur les consoles de Sony et par la suite sur Xbox 360 avec Armored Core 5 Verdict Day, sorti en septembre 2013. Pour le scénario, le joueur incarne un mercenaire enchaînant des missions dans un univers futuriste, souvent en pleine crise militaire. Les premiers opus avaient la réputation d'être très difficiles, même si les derniers comme Armored Core 4 se veulent plus abordables. Le joueur a notamment l'opportunité de modifier et personnaliser l'équipement et les différentes parties de son robot à volonté, la plupart du temps grâce aux récompenses de mission. Et terminons avec Steel Battalion, exclusivité sortie sur Xbox en 2002. Dans ce jeu, le joueur sera parachuté dans un conflit opposant la Pacific Rim Force à la République Aishidao. Au programme, une succession de missions au bord d'un vertical tank. Mais ce qui est surtout fait connaître le jeu, c'est le gameplay et surtout la manette nécessaire pour y jouer. Divisée en 3 parties et d'un pédalier, celle-ci permet de gérer le système de contrôle des mouvements du vertical tank, le système de communication, le contrôle des armes, les options du COOS et les contre-mesures. Cette manette est même équipée d'un bouton d'éjection, sans doute le bouton le plus important car si vous ne vous éjectez pas à temps, vous périrez dans votre VT, mettant un terme à la mission. Vous perdrez alors toute votre progression de campagne et la console effacerait votre sauvegarde automatiquement. Si vous parvenez à vous éjecter sans encombre, vous pourrez recommencer votre mission à condition qu'il vous reste assez de ressources pour réquisitionner un autre VT. Si vous vous éjectez mais que vous n'avez plus ou pas de ressources, vous serez révoqué de la 7th Special Panzer Division et vous devrez tout recommencer. Avec Steel Battalion, Capcom frappe un grand coup dans le monde froid et métallique du jeu de mecha. Souvent arcade et rarement simulation, ce genre de titre offre d'habitude l'occasion de se défouler sauvagement sans trop se poser de questions.
Ici, l'approche est de tout autre. Steel Bataillon, c'est un peu le Combat Flight Sim du jeu de mecha. Le niveau de difficulté particulièrement élevé fait de lui-même sa propre sélection naturelle entre les passionnés et les autres. Entre ceux qui accepteront de passer des heures et des heures d'apprentissage et ceux qui trouveront le jeu original mais par moments trop extrémistes dans ses choix. Au final, Steel Bataillon restera un jeu mythique pour les hardcore fangamers de mecha. Bien sûr, il existe d'autres œuvres de mecha, mais je me suis limité à celle-ci, sinon il me faudra plusieurs vidéos pour faire le tour. Et vous, quelles sont les œuvres de mecha qui vous plaisent le plus? Si vous appréciez la musique, vous trouverez des liens de certaines créations musicales s'inspirant des mechas dans la description. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur les mechas. Salut!